Alors ici, comme vous voyez, on longe un autre gave de la région. L'eau est très agitée, mais elle est extrêmement claire. Elle doit être fraîche, mais elle donne envie d'aller se baigner. On est dans des petits chemins de montagne. On longe, on en est à peu près à 32 km avec beaucoup de dénivelé. C'est vrai, chaque jour depuis qu'on est dans la région de Lourdes, et maintenant on s'approche de Saint-Jean-Pied-de-Port en passant par Oloron. Donc on a véritablement commencé à découvrir les Pyrénées et à partir de la semaine prochaine, après la montée de Roncevaux, on va s'amuser à rester un peu dans les Pyrénées, puis une pause, et après la pause, eh bien la fin du chemin jusqu'à Compostelle, et là ce sera plutôt la route des cathédrales espagnoles. Voilà, restez connectés, n'hésitez pas à partager cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, et on se tient au courant. À très bientôt, et merci de vos dons pour ceux qui en font, merci de votre soutien pour ceux qui en donnent, et à très bientôt. Question 1. Comment pouvons-nous évaluer ce qui s'est passé au Liban? Peut-on qualifier cela d'acte terroriste contre des civils? Alors on peut qualifier ça complètement d'acte terroriste contre des civils. Aujourd'hui, au moment où je parle, il y a plus de 3200 blessés, dont certains graves, et il y a plus de 20 morts. Les blessés sont blessés à la main, ils sont blessés au visage, puisque souvent ils utilisaient le pager ou le talkie-walkie au moment où les engins en fait, qui étaient piégés ont explosé. Il y a eu plusieurs thèses qui étaient émises, comme quoi ça aurait été des surchauffes de batterie ou une attaque sur le réseau qui aurait été ciblée vers certains numéros de téléphone. Pas du tout. Maintenant, les choses deviennent claires. C'est un lot d'engins qui est arrivé de Taïwan, et tous les engins qui sont arrivés dans ce lot au Liban étaient piégés. Donc c'est plusieurs milliers d'engins qui étaient piégés, et peu importe les mains dans lesquelles ils allaient finir. Alors évidemment, ceux qui ont utilisé cette technique se disent les pagers sont surtout, ou les talkie-walkies sont surtout utilisés par les membres du Hezbollah, qui les privilégient à l'utilisation de téléphones, mais en réalité, on sait que des enfants ont été grièvement blessés ou tués, mais surtout des voitures ont brûlé avec leurs passagers dedans, des mobylettes se sont retrouvées explosées également avec les passagers, créant des accidents. Donc c'est véritablement un acte terroriste de très grande ampleur qui touche dans son cœur le Liban, et qui avait clairement pour objectif d'atteindre des milliers de personnes, pas juste une dizaine ou une centaine, des milliers de personnes. C'est donc un acte terroriste d'une gravité incroyable. Et évidemment, tous les regards se tournent vers le Mossad, vers Israël, qui sont les seuls capables de mettre en œuvre un tel attentat. Et forcément, ça a été fait avec des complicités au niveau de Taïwan, et on se demande bien d'un seul coup pourquoi l'Occident souhaite conserver Taïwan entre ses mains et que la Chine ne puisse pas récupérer cette plateforme de haute technologie. C'est également quelque chose qui est terrifiant pour l'ensemble des citoyens du monde, puisqu'un État est capable de faire des opérations terroristes d'une telle ampleur. On avait découvert déjà au fil des mois, et ça avait créé un scandale, que des sociétés israéliennes espionnaient les chefs d'État, les chefs de grandes sociétés. On a de grandes sociétés américaines qui sont manifestement complètement infiltrées dans le même sens et qui ne veulent plus du tout laisser la liberté de parole sous le prétexte que ça déclencherait de l'antisémitisme. Je pense que s'il apparaît que cet acte a été commis par Israël, ce sera un scandale mondial, et je suis sûr qu'à la fois les Chinois, les Russes et bien des pays dans le monde vont vouloir tirer cette affaire au clair. On sait déjà à quel point Israël est un État qui agit de façon terroriste
avec tout ce qui se passe à Gaza et maintenant en Cisjordanie, des dizaines de milliers de morts et en réalité plusieurs centaines de milliers de victimes à Gaza. On est véritablement en présence d'un État avec le Mossad, avec son armée, qui n'a plus aucune limite dans ses actions contre ceux qu'il croit être ses ennemis. Une limite a été dépassée, une ligne rouge, et qui pourrait déclencher dans la région véritablement de terribles effusions, parce qu'aucun pays ne peut tolérer ce type d'action sur son territoire. On verra comment le Hezbollah va réagir, puisque des ministres du Hezbollah, des personnalités semblent, ou des enfants de ministres libanais, même pas du Hezbollah, ont été tués. Et encore une fois, plus de 3200 blessés, c'est extrêmement grave. Question 2. Comment les téléavertisseurs pourraient-ils devenir des pièges? Alors, le New York Times a fait un article et ils ont mené manifestement une enquête très rapide qui conclut, et c'est le New York Times, donc on peut véritablement penser que c'est sérieux, puisqu'ils expliquent que tous les devices, donc pager ou autres, qui ont explosé, venaient du même cargo qui est arrivé de Taïwan. Ce que sous-entend et ce qui implique que le sabotage pour cette opération terroriste a été effectué à Taïwan. Et encore une fois, la seule organisation qui est capable de commettre une telle opération qui vise clairement le Liban et ceux qui utilisent ce type de device au Liban, donc des talkie-walkie et des pagers, c'est donc tous les regards se tournent vers le Mossad et vers l'État d'Israël qui nie. Les Américains nient également, et évidemment ils ne peuvent pas reconnaître être complices ou être impliqués dans une action terroriste d'une telle ampleur. Mais maintenant le scandale devrait être mondial, mais on remarque à quel point dans les pays européens ou aux États-Unis, tout ça, il y a une tentative de minimisation de la gravité en essayant de faire croire que c'est des erreurs, que les gens du Hezbollah auraient pu eux-mêmes trafiquer les téléphones ou autres. Enfin, tout est bon pour essayer de détourner l'attention des exactions d'Israël. Exactions qui, encore une fois, ne sont pas menées que contre le Hezbollah. On se rappelle que le chef politique du Hamas a été tué sur le territoire iranien lors des obsèques du président précédent, et pas lors des obsèques du président précédent, mais alors qu'il était venu féliciter le nouveau président élu en Iran. Il a été tué. On peut se demander maintenant si le président mort n'a pas également été tué de la même manière, et de toute façon, le Mossad laisse derrière lui et a la réputation de tuer énormément de monde sur son passage en utilisant tous les moyens possibles et imaginables. Et c'est véritablement catastrophique, puisqu'Israël est extrêmement impliqué dans beaucoup de sociétés technologiques, dans beaucoup de sociétés de logiciels, mais également dans énormément de sociétés dans le domaine médical, dans le domaine de la vaccination, dans le domaine des injections, et dans le domaine, et c'est peut-être pire, dans le domaine des médicaments génériques. Et donc, tous les pays du monde qui utilisent des produits finalement made in Israël ou avec l'implication d'Israël vont pouvoir, à juste titre, maintenant s'inquiéter de possibilités d'attaques terroristes massives contre leur population s'ils avaient, entre guillemets, la malchance d'être considérés par Israël comme des ennemis. Eh bien ça, je pense que c'est catastrophique, c'est la fin du droit international et c'est l'entrée dans un monde de barbarie. Question 3. Israël est-il réellement impliqué? Si oui, ne dépasse-t-il pas toutes les limites de ce qui est permis? Alors, beaucoup d'experts militaires dans différents pays
et qui ont des confidences, qui ont des informations, etc., pensent que ça ressemble aux prémices d'une attaque plus importante d'Israël. En fait, c'est le type d'attaque qui permet de créer la peur, de désorganiser complètement le Liban, le Hezbollah, mais un certain nombre de pays qui sont terrifiés maintenant, qui se demandent à quel point Israël a pu piéger. Vous imaginez que même dans d'autres pays maintenant, il va y avoir une méfiance par rapport à l'alimentation, par rapport au réseau d'eau, par rapport aux médicaments, par rapport à tout, puisqu'Israël vient de démontrer qu'il n'avait aucune limite. Ce sont des milliers d'engins qui peuvent être entre les mains d'enfants, qui peuvent être dans des voitures dans lesquelles il y avait toute une famille au moment de l'explosion, qui peuvent être n'importe où et qui ont explosé au même moment, le 17, mais également le 18, c'est-à-dire que d'autres lots ont explosé dans la foulée, ce qui est véritablement une manière de terrifier l'intégralité de la population libanaise. Et donc on voit que c'est peut-être les prémices de quelque chose de bien plus grande ampleur et peut-être une provocation également d'Israël pour faire surréagir le Hezbollah et ainsi légitimer peut-être une attaque de très grande ampleur au sud du Liban. Mais en ce moment, Israël est très impliqué toujours dans la bande de Gaza, où les massacres continuent, et également de plus en plus en Cisjordanie, où tout type d'exactions maintenant ont lieu en permanence, et on voit des images qui arrivent avec des enfants, des écoles qui sont tenus en joue par des militaires israéliens avec des armes d'assaut. Tout ça montre que la barbarie et les actions terroristes, encore une fois, n'ont aucune limite. Question 4. Comment le Liban réagira-t-elle à un tel acte? Alors pour l'instant, le Liban est en deuil. Plus de 20 morts, plus de 3000 blessés graves. Donc ça vous donne une idée de l'état d'alerte dans lequel peuvent être les services médicaux libanais. Ce sont des gens qui ont pu perdre des doigts, qui ont pu perdre des yeux, qui ont pu avoir les tympans crevés, voire s'ils avaient dans la poche les organes génitaux atteints. Donc c'est quelque chose d'absolument monstrueux qui s'est passé. C'était pas du tout fait pour blesser, c'était fait pour tuer, puisqu'il y a eu 20 morts. Donc la violence et la taille des explosifs qui étaient passés étaient des explosifs qui étaient capables manifestement de tuer. Donc il ne s'agissait pas de faire peur, il ne s'agissait pas de désorganiser, il s'agissait avant tout de tuer le plus grand nombre de personnes et ensuite, en deuxième impact, désorganiser, créer la panique et peut-être donner envie au Hezbollah de surréagir pour entraîner l'escalade qui semble être manifestement ce que souhaite cet État devenu complètement terroriste Israël vis-à-vis de tous ses voisins et vis-à-vis surtout des Palestiniens qu'Israël en principe est censé protéger. Or ils sont en état de famine, ils n'ont plus d'eau, ils n'ont pas de médicaments, c'est véritablement monstrueux ce qui se passe. Et idem pour l'Iran, et ces pays ont énormément de retenue depuis des mois, justement pour éviter cette escalade qui semble être souhaitée par l'État d'Israël. Et on peut s'étonner de l'absence de réaction de la part de pays comme la France, de la part de pays comme l'Allemagne ou même les pays nordiques en Europe. Les seules réactions arrivent de Chine, arrivent de Russie, évidemment d'Iran et des pays du Golfe, alors que c'est peut-être l'attentat terroriste le plus grave qui n'ait jamais été perpétré sur Terre. 5e question. Les États-Unis affirment qu'ils n'en étaient pas conscients. Est-ce même possible à votre avis? Et qu'est-ce que cela signifie? Alors, les États-Unis sont évidemment conscients de ce type d'opération. Rien ne peut se passer en Israël sans que les Américains soient informés, puisque les Américains sont à la fois les protecteurs, ils sont les bailleurs de fonds d'Israël, et s'ils se désolidarisent parce qu'Israël se mettait à commettre de tels actes sans les informer,
ce serait véritablement une catastrophe pour Israël qui ne peut rien sans les États-Unis. C'est le parapluie américain, ce sont tous les porte-avions, les sous-marins américains qui sont à la fois dans la mer Rouge et en Méditerranée, qui ont véritablement calmé les velléités éventuelles de l'Iran ou de la Turquie, voire même du Liban, de réagir aux attaques et aux exactions d'Israël, à la fois contre la Palestine, mais également contre l'Iran, puisque je rappelle que beaucoup de dignitaires iraniens ont été tués, en particulier en Syrie, mais pas que. Et donc, les États-Unis sont forcément toujours informés. Il faut bien savoir qu'il y a entre le Mossad et la CIA plus qu'un téléphone rouge, il y a vraiment une ligne continuelle de communication. En revanche, il est possible que d'autres services secrets en Europe n'aient pas été informés directement. Mais je doute qu'une telle opération qui implique Taïwan, il n'y ait pas eu à un moment ou un autre, parce que installer des explosifs dans des milliers d'équipements à Taïwan, ça nécessite une telle préparation, tout ça nécessite d'être préparé des mois à l'avance, et donc ça implique forcément énormément de monde. C'est pas quelque chose qui s'est décidé comme ça sur un coup de tête, c'est quelque chose qui est organisé très très longtemps à l'avance. On est donc en présence d'opérations qui sont planifiées, et d'un seul coup, on peut se reposer des questions sur ce qui s'appelle le dossier Jéricho, et qui montre à quel point finalement tout ce qui se passe en ce moment au Proche-Orient a été préparé de très longue date. On rappelle que selon un certain nombre d'informateurs, la bombe qui aurait tué Ismaël Haniyeh à Téhéran aurait pu être placée éventuellement des mois à l'avance dans le lieu où il se trouvait. Alors il y a beaucoup de thèses, dont une thèse beaucoup plus sérieuse avec un missile air-sol qui aurait été envoyé par un drone furtif de type américain. Mais évidemment, c'est très difficile d'avoir tous les éléments, puisque les systèmes radars russes qui couvraient cette région ont été détruits par les Ukrainiens, que les Iraniens ne disposent pas forcément de systèmes qui leur permettent de détecter les engins furtifs. Donc on risque de ne jamais savoir toute la vérité sur ces opérations. Ce qui est sûr, c'est qu'en ce moment, il y a beaucoup de pays qui sont impliqués pour essayer de créer le chaos dans cette région et véritablement entrer dans une apocalypse régionale, tout en insistant sur leur non-culpabilité. Et donc ça, c'est quand même dérisoire, puisque, allez croire, tout ça ne sont que des coïncidences. Les attentats contre des présidents ou des premiers ministres en Europe, la mort du président iranien, la mort d'ex-présidents ou de candidats, que ce soit au Japon, en Amérique du Sud, etc. La campagne de la nouvelle présidente mexicaine, il y a eu également énormément de morts. C'est intéressant de regarder le profil de cette présidente pour s'interroger sur tous ces assassinats. Donc on voit que les morts, c'est toujours dans le même camp. De la même manière qu'il y avait eu cette tentative d'attentat raté contre le président américain Trump. Donc bizarrement, les morts tombent toujours du même côté, et ça, c'est pas possible. Ça veut dire que c'est organisé par les mêmes acteurs, et on retrouve invariablement les organisations américaines et le Mossad qui semblent être à la manœuvre de toutes ces exactions. Question 6. Si Israël continue à utiliser des tactiques de frappe de masse similaires, qui d'autre, selon vous, pourrait être en danger? Quels sont les objectifs d'Israël? Alors, aujourd'hui, clairement, l'ennemi principal d'Israël dans la région, c'est l'Iran. Parce que l'Iran est une véritable puissance régionale, mais qui a été considérablement déstabilisée, puisque de nombreux chefs militaires des gardiens de la Révolution ont été tués au cours des derniers mois. Le président Raisi est mort dans un accident d'hélicoptère qui laisse un certain nombre de doutes, compte tenu des circonstances très particulières. Donc on sent que la méthode aujourd'hui d'Israël, du Mossad et des services américains, anglais, français, etc., est de terrifier les ennemis.
On a vu ça en Russie avec l'attentat de Crocus. On a maintenant des missiles longue portée qui vont être donnés à l'Ukraine pour viser l'intérieur du territoire russe. Donc on a ce type d'attentat qui se passe au Liban, on a sans arrêt des bombardements en Syrie, on a des attaques ciblées et des meurtres en Iran. Donc on a bien là tous les éléments d'un État terroriste et d'une organisation terroriste qui souhaite créer le chaos en Russie, à créer le chaos en Iran et véritablement à obtenir une forme d'escalade. Est-ce que tout ça est lié à la proximité des élections américaines et aux sondages qui annoncent une victoire de Donald Trump? Que veulent-ils? Que se passe-t-il? En tout cas, c'est particulièrement inquiétant. Question 7. Comment cette attaque affectera-t-elle la carrière et la position de Netanyahou? Netanyahou fait absolument ce qu'il veut. Je rappelle quand même que le 7 octobre, là on parle d'actes du Mossad qui aurait réussi des opérations planifiées sur longue durée, puisque ça correspond à une stratégie, à des plans. C'est une attaque coordonnée qui nécessite énormément de budget, qui prend pied dans un pays censé être neutre par rapport à ce conflit, puisque c'est Taïwan, donc qui est utilisé à l'insu, a priori, de ses dirigeants et de ses ministres. Donc on a un scandale mondial qui est en train de se passer, mais manifestement Netanyahou n'en a cure. Je rappelle qu'en ce moment la Cour internationale de justice est en train d'étudier une accusation de génocide, et ce qui veut dire que non seulement ils ont considéré que l'accusation était recevable, mais le procès est en cours, et on peut véritablement se demander comment l'accusation ne pourrait pas être totale. Néanmoins, les membres de la Cour internationale de justice, de la même manière que les membres de la Cour pénale internationale, disent tous la même chose, c'est qu'ils subissent des pressions incroyables. Je rappelle également que les pays qui se sont joints à l'Afrique du Sud ont le même type de pression. Et l'Afrique du Sud est celui qui subit le plus de pression depuis qu'ils ont décidé de montrer Israël du doigt. Mais Netanyahou a obtenu jusqu'à maintenant de ne pas avoir de mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale, alors que pourtant le dossier à son encontre est considérable. Le procureur de la Cour pénale internationale a expliqué que son dossier était complètement ficelé, complet, pour obtenir donc l'accusation et le mandat d'arrêt contre Netanyahou. Il n'en est rien, puisqu'en fait les juges ont été mis sous pression. C'est l'Angleterre qui s'est occupée d'essayer de ralentir cette procédure, voire de l'annuler. On ne sait pas, puisque tout ça, à chaque fois, ça prend des mois. Mais si l'Angleterre le fait, elle, à visage découvert, évidemment, d'autres pays sont à la manœuvre, mais dans les coulisses. Et on pense évidemment à la France. Les Américains n'étant pas dans la Cour pénale internationale, ils font pression d'autres manières. Mais clairement, on a là tous les éléments, d'une part, d'un État terroriste, de crimes contre l'humanité, de crimes de guerre, et donc éventuellement d'un jugement pour génocide, mais ils n'en ont cure. Toutes les décisions, que ce soit sur les colonies, sur les meurtres, sur les lieux où des humanitaires ont été tués, des journalistes tués par centaines, la famine, l'absence de soins, les hôpitaux détruits, etc. Tout ça continue depuis pratiquement un an, alors même qu'aucune enquête sérieuse n'a été faite pour expliquer ce qui s'était passé le 7 octobre, et que beaucoup de personnes s'interrogent sur le contenu du dossier Jéricho, qui semble indiquer que le gouvernement israélien était non seulement au courant, mais était peut-être même à la manœuvre du côté de Gaza et du Hamas pour commettre cela. C'est épouvantable d'avoir juste cette idée, mais tous les éléments semblent converger dans ce sens, et manifestement, on n'est qu'au début de nos surprises sur les actions
de ce gouvernement Netanyahou. Question 8. Comment évaluez-vous la réaction de la communauté mondiale? Pourquoi les citoyens européens et américains sont-ils si calmes face à ce qui est essentiellement une attaque terroriste au cours de laquelle tant de civils ont été blessés? Alors, non seulement des civils ont été blessés, mais des civils ont été tués. Et ceux qui sont blessés dans des parties extrêmement dommageables de leur corps. Les yeux, les mains, les parties génitales, pour ceux qui avaient leur device dans la poche. Donc, on est véritablement avec des blessés graves, en quantité très importante, puisqu'on parle de milliers de blessés. Et pourtant, évidemment, en Europe, aux États-Unis, les médias minimisent. De toute façon, ils minimisent tout, puisque si vous vous rappelez, quand Netanyahou est allé aux États-Unis il y a quelques semaines, il s'est présenté devant le Congrès et continuait à mentir, comme il le fait toujours, sur ce qui s'était passé le 7 octobre. Donc les médias informent peu les peuples, les hommes politiques en général et les journalistes sont encore moins informés, donc ils se laissent complètement aveugler par la propagande, puisqu'on leur dit « Non, mais Israël n'est pas responsable, les États-Unis n'étaient pas au courant, c'est quelque chose d'autre, on ne sait pas ». Et puis en fait, ils endorment évidemment la situation, et l'actualité est telle que d'ici 1 ou 2 jours, quelque part ailleurs dans le monde, il va se passer quelque chose de terrible, et tout le monde aura oublié, et personne n'aura osé s'exprimer parce que les gens sont terrifiés à l'idée de s'exprimer contre la position officielle donnée par Israël ou donnée par les Américains. Puisqu'aujourd'hui, que ce soit sur les réseaux sociaux ou dans les tribunaux, toutes les personnes, que ce soit en France et bientôt dans d'autres pays qui s'expriment à l'encontre d'Israël, risquent une garde à vue, risquent même leur mise en prison. C'est totalement terrifiant. C'est-à-dire que manifestement, Israël peut commettre tous les actes qu'ils veulent sans aucune conséquence, mais les gens qui les dénoncent peuvent voir leur vie être totalement détruite. Voilà pourquoi les citoyens en Europe et aux États-Unis sont silencieux, parce que les algorithmes des réseaux sociaux et les grands médias rendent les gens silencieux. 9e question. De votre point de vue, les sacrifices civils sont-ils généralement justifiés lors de la chasse à des personnes que l'un ou l'autre gouvernement considère comme terroristes? Aucun civil ne doit être tué ou blessé lors de la chasse à un quelconque ennemi ou terroriste, etc. La vie des civils doit être préservée coûte que coûte. La notion même de victime collatérale est une notion parfaitement inacceptable. Elle est inacceptable en droit et elle est inacceptable moralement. Mais on remarque qu'Israël n'en a cure. Pour Israël, ils ont même, semble-t-il, des logiciels qui leur diraient que tel ou tel bombardement est acceptable, puisque pour une cible privilégiée, au maximum, il pourrait y avoir jusqu'à 20 ou 30 ou 40 victimes civiles. Mais vous imaginez le cynisme. On a plus de 42 000 morts sur le coup lors de bombardements, dont plus de 26 000 femmes et enfants, dont des enfants en très bas âge. Et ça, ce ne sont, entre guillemets, que les victimes qui sont mortes sur le coup, dont les cadavres ont été trouvés, ce qui n'est pas vrai pour tous et qui ont pu être identifiés. C'est-à-dire qu'il y a des milliers d'autres morts dont on n'entendra peut-être plus jamais parler, parce qu'Israël a détruit toutes les archives, a détruit toute l'administration de Gaza. Et ils sont en train d'essayer de faire la même chose maintenant au Liban, avec des victimes civiles très nombreuses pour atteindre, soi-disant, un certain nombre de personnes qui seraient des ennemis d'Israël. C'est inacceptable. Les civils n'ont pas à être impliqués d'aucune manière que ce soit dans des règlements de compte entre États. Et je remarque là aussi le silence de tous les médias occidentaux, donc américains, canadiens, australiens et évidemment européens,
face à de telles exactions. Imaginez une seconde, que cet attentat ait eu lieu contre des citoyens d'Israël. Mais juste posez-vous la question, que se passerait-il si il s'était produit cela à l'encontre de citoyens israéliens? Le monde entier ne parlerait que de ça, et le pays qui en serait accusé subirait immédiatement de la part des Américains et évidemment des Israéliens, peut-être même l'envoi de bombes atomiques ou une guerre. On rappelle que sur la base de fausses accusations, l'Irak a été complètement détruite. Plusieurs centaines de milliers de morts, on parle d'1 500 000 morts, un pays complètement désorganisé, détruit. Tout ça était absolument faux, mais les Américains avaient réussi de façon rocambolesque à créer un lien entre l'Irak et le 11 septembre. Donc on voit bien de quoi les Américains sont capables, de quoi les Iraniens, les Israéliens sont capables, et à mon avis, on est au début d'une période très sombre pour l'histoire de l'humanité. Incroyable, regardez la force de cette rivière qui emporte sur son chemin et qui charrie tous ces morceaux de bois. Là on longe et on s'approche du pont du diable. Voilà, à bientôt sur le pont du diable.